monde, c'est Erin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo que vous avez beaucoup attendue et que vous m'avez beaucoup demandé. Oui, en effet, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la fac, la faculté, l'université, tout ce que vous voulez. Cette vidéo sera longue, mais vous comprendrez vite pourquoi, parce que j'ai décidé d'aborder les points dont on ne vous parle jamais. Je vais vous parler de bourse, je vais vous parler de système de compensation, je vais vous parler de notes, de professeurs, de campus universitaire, de vie universitaire, d'avantages étudiants. Je vais vraiment essayer de couvrir l'ensemble des sujets possibles concernant la faculté. La vidéo qui concernera ma licence à moi arrivera plus tard, voilà, c'est pas d'actualité pour le moment. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Je vais vraiment vous parler de la faculté en général parce que je sais qu'on est dans la période de Parcoursup et qu'en réalité, eh ben, vous êtes beaucoup à pas savoir comment la fac ça fonctionne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Erin, j'ai 18 ans et je suis en première année en licence humanité. Donc, de manière générale, je suis à la fac et je viens aujourd'hui vous expliquer le fonctionnement de l'université. J'espère que ma vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. Sera inclus sur l'écran un petit sommaire qui vous expliquera à peu près toutes les thématiques qu'on va aborder durant cette vidéo. On va donc commencer par la première partie qui est le supérieur, l'enseignement supérieur de manière générale. Lorsque l'on fait des études supérieures, on a la possibilité d'étudier dans 4 lieux différents, à savoir une université, un lycée, un IUT ou bien une école. Et donc là, je vais vous expliquer assez brièvement qu'est-ce que c'est que ces 4 choses différentes, même si aujourd'hui on parle de la fac, mais c'est pour que vous puissiez contextualiser. Et ça va vous permettre de mieux comprendre après le fil de ma vidéo. Dans cette vidéo, on va pas rentrer dans les détails les plus profonds de chaque chose. Si vous voulez, je pourrais faire des vidéos plus détaillées sur des thèmes qui vous intéressent plus particulièrement. Mais on va essayer d'aborder à peu près toutes les thématiques. On va commencer par l'université. Et lorsque l'on parle d'université, eh ben, on parle souvent de fac. Et donc on se demande, mais quelle est la différence entre la fac et l'université? Est-ce que c'est la même chose ou pas? En fait, la fac, c'est une unité. Par exemple, on dit je suis en fac d'histoire, je suis en fac de médecine, en fac de mathématiques, en fac de lettres, etc. etc. Alors que l'université, c'est vraiment le cadre qui englobe toutes ces unités-là. Par exemple, ma fac, c'est une université de lettres et sciences humaines. Mais par exemple, lorsque vous êtes dans une université scientifique, vous allez retrouver des facs de biologie, des facs de médecine, des facs de chimie, de physique, etc. Donc l'université, c'est l'unité. La fac, c'est plutôt la filière que l'on apprend. À la faculté, on a un système qui s'appelle le système LMD. Donc le système LMD, c'est quoi? C'est le système licence, master, doctorat. Lorsqu'on fait une licence, c'est en 3 ans. Donc là, par exemple, moi, je suis en première année de licence. Et donc, en fait, c'est les 3 années qui suivent l'après-bac. Et donc, une fois qu'on a validé nos 3 années de licence, on devient un bac plus 3. Voilà, le fameux bac que vous entendez souvent. Ensuite, on a la possibilité de rajouter 2 années en passant au master. Et dans ce cas-là, on devient un bac plus 5. Et si vraiment on est très motivé, on rajoute 3 années et là, on passe à 8 années d'études après le bac, donc un doctorat et on sort avec un niveau bac plus 8. Ce sont les 3 distinctions que vous pouvez avoir dans l'enseignement. Et je tiens d'ailleurs à préciser que du coup, tous les gens qui vous disent j'ai bac plus 2, bac plus 6, bac plus 7, ce sont des menteurs. Tout simplement parce que dans l'enseignement supérieur, on peut avoir soit bac plus 3, soit bac plus 5, soit bac plus 8. Ça marche pas autrement. Et même si vous décidez de faire 2 licences, c'est-à-dire vous faites 3 années de licence, vous validez votre licence et que vous faites 3 autres années, et ben vous n'avez pas un bac plus 6. Vous avez quand même un bac plus 3. Enfin, pour valider son grade, la seule possibilité c'est d'aller au bout des 3 années. Si vous faites 2 années de licence et que vous décidez d'arrêter, eh bien, bah, vous êtes juste non diplômé, sans diplôme, enfin, vous avez juste le bac, quoi. En gros, ça fonctionne comme ça. On peut pas faire 2 années et dire qu'on est détenteur d'une licence, c'est pas possible. Il faut aller au bout des 3 années. Pareil pour le master, il faut aller au bout, et pareil pour le doctorat. Lorsqu'on s'arrête à mi-chemin, on n'est pas diplômé. Je me suis vraiment élargie sur l'université parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer plus brièvement ce que sont les autres cadres dans lesquels vous pouvez aller étudier. Donc IUT, ça signifie Institut Universitaire de Technologie. Et donc dans les IUT, vous allez trouver généralement donc des DUT, diplômes universitaires de technologie qui se font en 2 ans, et des licences professionnelles. Mais les licences professionnelles, vous pouvez également les trouver à la faculté. Voilà, elles sont dans 2 lieux. Et donc les licences professionnelles, généralement c'est en 1 an. Donc c'est après un DUT, on fait 1 année de licence professionnelle et là comme ça on valide un bac plus 3. Ça marche à peu près comme ça. Mais c'est pas une obligation. Vous pouvez étudier dans un lycée et là vous vous dites non mais c'est pas possible. Si je quitte le lycée, je retourne pas au lycée. Et bah si, tout simplement parce que les classes préparatoires aux grandes écoles ainsi que les BTS, donc brevets de techniciens supérieurs, se déroulent dans les lycées. Alors certes, vous n'êtes pas mélangé avec les lycéens qui sont en seconde, première et terminale, mais vous êtes dans un lycée. Les classes préparatoires aux grandes écoles, elles se font en 2 ans. Et après cela,
bah, si vous réussissez à intégrer une grande école, c'est le Graal, sinon vous allez en licence ou autre. Et les BTS, donc brevets de technicien supérieur, se font eux en 2 ou 3 ans. Enfin, lorsque vous étudiez dans des écoles, souvent c'est que vous êtes dans des grandes écoles, donc que ce soit des écoles d'architecture, de commerce, aux beaux-arts, de social, paramédical, etc. Et celles-là, ce sont des formations en 5 ans. Lorsque vous rentrez dans une grande école, généralement c'est pour faire les 5 années dans ce même établissement. Lorsque vous êtes étudiant à l'université, maintenant on va parler que de l'université à fond jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez la possibilité de faire un enseignement à distance, en alternance ou en présentiel. Présentiel, ça signifie que vous êtes présent, vous allez en cours comme tout le monde, comme au collège ou au lycée ou bien avant. À distance, ça signifie qu'on vous envoie les cours à la maison, vous n'allez pas à l'université, mais par contre vous vous y rendez pour les partiels, donc les examens. Et en alternance, ça veut dire que vous faites une partie de vos études physiquement à l'université et l'autre partie en stage. Maintenant, le problème de l'alternance, c'est qu'il faut trouver une entreprise qui accepte de vous engager et que vous n'avez plus le statut d'élève, mais de salarié. Donc, vous avez uniquement 5 semaines de vacances et vous êtes considéré comme un professionnel, entre guillemets. Je vais rentrer un peu plus dans les détails du système LMD, licence, master, doctorat. En ce qui concerne les licences professionnelles, elles seront dans des domaines comme en immobilier, en comptabilité, en tourisme, en activité sportive, etc. Donc voilà, on peut faire des licences pro dans ces domaines-là. Sinon, pour les licences dites classiques, vous pouvez les faire dans vraiment un large champ de domaine également. Vous pouvez faire des licences de lettres modernes, lettres classiques, histoire, mathématiques, philosophie, sciences, sciences c'est large, pardon, je veux dire des licences de physique, de biologie, de mathématiques. Enfin, vous pouvez faire des licences dans vraiment presque tous les domaines, dans un champ extrêmement large. La seule différence entre les licences dites classiques et les licences professionnelles, c'est que les licences professionnelles sont professionnalisantes, alors que les licences classiques sont plus théoriques. Vous avez également la possibilité de faire des doubles licences. Donc des doubles licences, ça veut dire que vous faites 2 licences en même temps. Par exemple, si vous faites une licence droit économie à la Sorbonne, eh bien vous ferez une licence de droit et une licence d'économie. Et donc à la fin, vous serez diplômé de 2 diplômes, à savoir un diplôme en droit et un en économie. Les doubles licences, ça demande énormément de travail. Il faut être vraiment chaud et c'est assez sélectif. Mais c'est un bon compromis. Pour les gens qui bossent bien, qui veulent beaucoup travailler, mais qui n'ont pas forcément envie d'aller en prépa, etc. Après une licence, lorsqu'on fait le choix de continuer ses études, on peut faire un master qui se fait en 2 ans, donc 2 ans après la licence. Et en fait, faire un master, c'est faire 2 années de spécialisation dans un domaine. Il vous permet de toucher un peu plus à la recherche, l'enseignement, ou bien même à vous ancrer déjà petit à petit dans le monde du travail. Par exemple, admettons que vous sortiez d'une licence de droit et que vous voulez continuer dans un master de droit, vous allez devoir vous spécialiser et vous aurez donc la possibilité de faire un master en droit pénal, droit constitutionnel, droit privé, droit social, droit international, droit fiscal, droit bancaire, droit civil, droit public, droit privé, etc. Voilà, le champ est large. Et c'est pareil pour tous les domaines. Enfin, après le master, si vous voulez vraiment poursuivre vos études et que vous êtes très motivé, en sachant que la plupart des gens s'arrêtent au master, vous pouvez poursuivre en doctorat. Donc le doctorat, généralement, c'est pour devenir chercheur ou enseignant-chercheur. Donc vraiment pour donner des cours à l'université, ou pas forcément à l'université d'ailleurs, mais généralement les doctorants sont plus à l'université. Et donc c'est 3 années de recherche que vous allez faire, au bout de laquelle vous allez produire une thèse. À la fin, vous allez faire ce qu'on appelle une soutenance de thèse, où vous allez tout simplement exposer vos travaux à l'oral. À la fin de cela, on décidera si vous êtes ou non docteur. Donc si vous avez fait un doctorat en économie, à la fin vous êtes docteur d'économie. Si vous avez fait un doctorat en médecine, vous êtes docteur en médecine. Si vous avez fait un doctorat en sociologie, vous êtes docteur en sociologie, ainsi de suite. Et donc vous allez enseigner et continuer de faire des recherches sur la thèse que vous avez présentée. Donc voilà, le doctorat c'est vraiment pour les gens qui ont pour but de devenir chercheur ou enseignant. Parlons maintenant du campus universitaire. Alors, toutes les facs ne disposent pas nécessairement d'un campus universitaire, en tout cas moi c'est mon cas, et dans un campus, ou même si vous n'avez pas de campus, je pense que ça fonctionne comme ça, il y a quelque chose qui s'appelle les UFR. UFR signifie Unité de formation et de recherche. Par exemple, dans ma faculté, nous avons un UFR DSP qui signifie droit et sciences politiques, où vous allez trouver toutes les licences relatives au droit et à la science politique. Du coup, l'UFR STAPS, donc vous connaissez peut-être déjà ça, où vous allez trouver toutes les licences relatives aux sciences et techniques des activités physiques et sportives, ou bien un UFR LCE qui signifie langue et culture étrangère, où vous allez retrouver toutes les licences d'anglais, d'espagnol, chinois, latin, tout ce que vous voulez, enfin les langues de manière générale, ainsi de suite. Voilà, il y a plusieurs UFR dans ma faculté, c'est les UFR de ma fac, dans d'autres facs il y en a d'autres. Si vous allez dans une fac, vous trouverez d'autres UFR, si vous allez dans une fac de sciences, forcément ce sera des UFR scientifiques, mais en gros c'est un espèce de gros pôle qui va regrouper
les licences qui se ressemblent, le même thème de licence, je saurais pas trop comment vous expliquer, mais ça permet en fait de faire la distinction entre différents types d'études. Bien évidemment, sur un campus, vous disposez également, en plus des UFR, d'infrastructures. On a par exemple une ferme, un cirque, un complexe sportif, parce que dans ma fac, il y a STAPS, donc STAPS, c'est les études relatives au sport, et donc on a une piscine fermée couverte olympique, un terrain de beach volley, un terrain de basket, un gymnase, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'infrastructures sportives qui sont accessibles à tout le monde, vous n'avez pas besoin d'être en STAPS pour pouvoir les utiliser. On a un service d'urgence, donc un espèce de mini hôpital, une infirmerie améliorée x 10. À la fac, il n'y a pas d'histoire de l'infirmière n'est pas là, elle travaille que le lundi et le jeudi. Ah non, 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 ça marche pas comme ça. Une maison des étudiants qui regroupe toutes les associations de la faculté, des cités universitaires, des restaurants universitaires pour pouvoir manger, donc égale cantine en fait, hein. C'est un mot chic, restaurant universitaire pour dire cantine. Des cafétérias, des bibliothèques universitaires, je dis bien des bibliothèques, parce que dans le cadre de ma faculté, il y a la grande bibliothèque universitaire, et puis il y a des bibliothèques de recherche, des bibliothèques par UFR, c'est-à-dire que l'UFR de droit sciences politiques va avoir des bibliothèques de droit, où il y aura exclusivement des ouvrages de droit, et donc des bibliothécaires spécialisés dans ce domaine-là qui pourront les aider. On a des bibliothèques d'histoire, de philosophie, on a des bibliothèques dans tous les domaines. Et on a même une bibliothèque internationale, où il y a des chercheurs du monde entier qui vont se documenter pour chercher ce qu'ils veulent. C'est l'exemple de mon campus universitaire, mais c'est à peu près le même concept partout. On va passer maintenant à une partie que beaucoup aiment, la vie étudiante. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Tout d'abord, on a des associations générales qui vont s'occuper en gros des manifestations culturelles, du journal de la fac, vous voyez tout ce genre d'assos qu'il y a un peu partout. Et puis, on a des assos que je nommerais autres. Donc tout ce qui concerne les associations sportives, culturelles, humanitaires, musicales, théâtrales, de danse, de loisirs, citoyennes, des assos étudiantes qui vont représenter des partis politiques, des assos représentatifs des étudiants, ou bien même des associations qui vont représenter une filière en particulier. Par exemple, l'association qui va représenter les étudiants de philosophie, donc en gros des associations de filières. Sont mis à notre disposition des cartes, donc une carte notamment qui va être la carte étudiante et qui va nous servir à faire tous les achats, que ce soit acheter son petit café au distributeur, des bonbons dans les distributeurs ou des gâteaux, acheter de la nourriture sur le campus universitaire ou bien même aller imprimer des feuilles à l'imprimerie de la faculté. Votre carte étudiant, c'est votre carte bancaire, c'est votre carte d'identité, c'est vraiment the carte qui vous permet d'avoir accès à tout sur le campus, aux tarifs étudiants, etc., etc. Ça vous permet d'aller manger à la cantine, et j'en passe. Je vais maintenant passer sur une partie qui vous intéresse assez souvent d'ailleurs, qui sont tout simplement le calendrier universitaire et l'emploi du temps d'un élève à la fac. Donc oui, je dis fac, parfois je dis université. Je vous ai expliqué la distinction au début, mais vous comprenez l'idée. Alors, une année universitaire, et ça c'est partout, se déroule de la façon suivante. On fait sa rentrée en septembre, généralement début septembre, voilà. Après ça dépend, mais généralement on rentre début septembre, à peu près comme les lycéens, collégiens et primaires. Ensuite, la particularité de l'université est qu'on a une semaine de vacances à chaque fois. Et c'est toujours la deuxième semaine des vacances scolaires des collégiens, lycéens, etc. Donc, on a une semaine en automne, ensuite 2 semaines à Noël, une semaine en février, une semaine à Pâques, et ensuite, c'est la fin de l'année. Oui, vous ne rêvez pas. Il faut savoir qu'à la fac, après chaque vacances, suit une période de partiel. Enfin, pas chaque vacances, mais généralement après ou avant, ça dépend de vos facultés, les vacances de Noël, il y a des partiels, et après les vacances de Pâques, il y a les partiels du deuxième semestre. Donc en réalité, la semaine de vacances qu'on vous donne n'est pas vraiment une semaine de vacances puisque vous êtes censé réviser pour vos partiels. Entre fin avril et début fin mai, vous avez plus de cours puisque vous attendez vos résultats vu que vos copies sont en correction. Et puis si jamais par malheur vous n'avez pas validé votre année, vous passez en rattrapage au mois de juin, ça veut dire qu'entre mai et juin, au lieu d'être en vacances comme tout le monde, vous allez tout simplement réviser pour revenir au mois de juin, début mi-juin, composer à nouveau pour vos partiels de rattrapage et tenter de valider votre année. Et donc à la fin, après les partiels de rattrapage, si malgré les résultats qui vont sortir en juillet, et bah vous n'avez pas validé votre année, bah vous l'avez pas validé. L'emploi du temps dans une licence classique à l'université se situe entre 15 et 20 heures de cours par semaine. En sachant qu'au lycée, on est plutôt sur du 35 heures, vous vous rendez bien compte de la différence. En prépa, pareil, on est sur du 35 heures et c'est pour ça que vous vous rendez compte que quand on va en classe préparatoire aux grandes écoles, c'est assez full. Ce qui est sûr pour l'université dans les licences classiques, hors double licence, licence pluridisciplinaire et tout autre type de licence qui peut exister, c'est généralement entre 15 et 20 heures de cours par semaine, donc vous vous rendez compte que c'est très peu et que ça laisse beaucoup de temps libre, d'où le piège. Parce que ce temps libre, il vous est laissé pour vous consacrer au travail personnel, parce qu'à la fac, on vous donne pas souvent de devoirs,
après ça dépend de votre licence, mais généralement vous êtes très peu évalué. Les partiels, c'est vraiment genre la grosse évaluation du semestre. Et si vous travaillez pas beaucoup, ça risque d'être compliqué. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un piège, parce que vous êtes là, vous dites ah je commence à 10h, je finis à midi, c'est super, pompelum, je rentre chez moi. Surtout pas, il faut travailler. Maintenant, une question qui va vous venir est de savoir comment se déroulent les cours à l'université. Alors à l'université, il faut savoir que vous avez deux types de cours, à savoir les CM, donc cours magistraux, et les TD, travaux dirigés. Il y a une différence fondamentale entre les deux, puisque en cours magistral CM, nous sommes en amphithéâtre, donc voilà, c'est à peu près l'image des cours que tout le monde a de l'université. On ne fait pas l'appel, donc vous n'êtes fondamentalement pas réellement obligé d'y aller, mais en fait, je vous le conseille fortement, puisqu'en fait, les cours qui sont dispensés en cours magistraux sont les plus importants et ceux qui, en termes de coefficient, comptent le plus. Et puis, vous avez les travaux dirigés qui sont, eux, des cours obligatoires auxquels vous êtes absolument obligé d'aller. Sinon, au bout de 3 absences dans une seule et même matière, et il y a des universités qui font 2 absences, donc ça dépend vraiment, vous êtes déclaré défaillant. Donc, qu'est-ce que c'est la défaillance? Eh bien, tout simplement, lorsque vous êtes défaillant, vous avez 0 à la matière dans laquelle vous avez eu 3 absences. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas d'avoir 0, vous passez automatiquement au rattrapage au mois de juin. Donc, c'est une forme de punition. Vous avez été défaillant, ok, vous allez au rattrapage en juin pour rattraper cette matière. Et même si malgré votre 0, bah, vous arrivez à avoir la moyenne, puisqu'en fait à la faculté il faut avoir 10 pour valider et passer en classe supérieure. Contrairement au lycée où même certains élèves avec 8 ou 9 de moyenne on les laissait passer dans la classe supérieure, bah, même malgré ce 10 là, vous êtes obligé d'aller au rattrapage. En plus de ça, si vous êtes élève boursier, et en ce qui concerne les bourses on en reviendra, on en reparlera après, et ben non seulement vous perdez votre bourse, mais en plus de ça, vous devez la rembourser. C'est-à-dire que si vous êtes déclaré défaillant au bout de 6 mois de scolarité, vous perdez votre bourse, elle s'arrête automatiquement et en plus de ça, vous devez rembourser vos 6 premiers mois. Et surtout quand vous avez une grande bourse, c'est une somme assez conséquente. Vous pouvez facilement vous retrouver dans le rouge sur votre compte bancaire, car qu'il y ait des sous ou pas, vous allez passer dans le négatif. Ils vont se servir sur votre compte, vous mettre à découvert s'il le faut, mais l'État reprendra son argent. Je vous conseille donc de ne pas jouer à ce jeu-là. En termes d'organisation, il y a une question qui revient souvent, c'est quel matériel utiliser à la fac? Eh bien, vous êtes libre. Donc, si vous voulez, vous tapez vos cours sur l'ordinateur, vous utilisez des feuilles ou bien des cahiers. Maintenant, moi, je vais vous donner mon avis sur ça. Le problème quand on utilise tout le temps l'ordinateur, c'est qu'on ne sait plus écrire. Donc, le jour du partiel ou des partiels, on a un petit temps de réadaptation et en fait, en partiel, on n'a pas le temps. Il faut écrire rapidement et du coup, ça peut paraître assez compliqué. Et puis même, perdre l'habitude d'écrire, je trouve pas que ce soit un truc foncièrement cool et bien. À titre personnel, lorsque je suis en TD, j'écris sur des feuilles parce qu'on est tout simplement en groupe de 30 personnes généralement, on est une petite classe, c'est comme au lycée et on est face au professeur, donc je trouve ça plus simple pour écrire, alors qu'en cours magistral je sors mon ordinateur parce que le prof il est en amphi, il s'adresse à 100, 200, 300 élèves et il a un peu moins le temps. J'aimerais juste clarifier une chose, le mythe de à la fac, les profs de cours magistral ils s'en fichent, ils te calculent pas en amphi et tout, c'est pas vrai, on a quand même la possibilité de poser des questions, le prof répond aux questions, donc ce mythe là franchement déconstruisez-le dans votre tête, mais ça on en reparlera lorsqu'on parlera des professeurs. Le cahier pour moi c'est juste le truc à absolument pas utiliser et que je déconseille fortement, puisqu'il faut savoir que l'année scolaire à la fac est séparée en 2 semestres. Au collège, au lycée, etc. on a 3 trimestres, à la fac on a 2 semestres et un semestre correspond à 12 semaines. Et donc en fait c'est très simple, vous faites votre premier semestre avec des matières types et donc à la fac au premier semestre vous allez avoir des matières et des profs que vous allez changer au second semestre. À partir du second semestre, vous allez avoir de nouvelles matières et de nouveaux professeurs. Et donc, du coup, c'est pour ça que je conseille pas les cahiers, puisque comme toutes les 12 semaines, vous changez de professeur et de matière, avoir un cahier, c'est pas tellement utile. Vous allez utiliser un cahier pendant 12 semaines que vous n'avez pas terminé et puis après, vous allez changer de semaine. Donc, c'est pas hyper pratique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une année scolaire, c'est 2 semestres. Donc, à la fin de votre 3e année, vous êtes censé avoir eu 6 semestres. Et donc entre chaque semestre, il y a un partiel. On fait le premier semestre, il y a le partiel. Ensuite 2 semaines de vacances à Noël. On entame le 2e semestre, il y a le partiel et c'est la fin de l'année. Nous avons une structure qui s'appelle cours en ligne. Peut-être que dans votre fac ça s'appellera autrement. C'est un peu le NT, comment on appelait ça? Enfin tout ce genre de site qu'on avait avant, qui va servir aux profs à déposer des documents dessus. Les profs mettent parfois les PDF de leurs cours. Attention, dans les PDF et notamment pour les cours magistraux, ce
ce n'est pas l'intégralité du cours. Ne pensez pas que vous allez pouvoir aller en cours et avoir l'intégralité du cours sur cours en ligne, mais vous allez juste avoir entre guillemets le plan détaillé du cours. Bon, après il y a des profs aussi qui mettent tous leurs cours sur cours en ligne, ça dépend vraiment, mais généralement ils le font pas. À partir de la deuxième année d'études, vous avez la possibilité d'effectuer un stage, que ce soit en France ou à l'étranger, mais en tout cas on peut pas faire de stage en première année, parce que la condition pour faire un stage et d'avoir une convention de stage que l'on ne délivre qu'à partir de la deuxième année, de la L2. Ah oui, ça c'est quelque chose que je vous ai pas dit, mais généralement on dit L1, L2, L3, M1, M2, D1, D2, D3. Système LMD que je vous ai expliqué tout à l'heure, je pense que vous avez compris. Donc moi par exemple, comme je suis en première année, je suis en L1. Vous avez la possibilité d'effectuer des séjours à l'étranger avec Erasmus en Europe ou d'autres structures dont je ne connais le nom hors Europe. Donc en Afrique, en Asie, en Amérique, etc. Par contre, un conseil si vous envisagez de faire cela, c'est qu'il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Par exemple, quelqu'un qui voudrait effectuer un semestre à l'étranger en deuxième année doit s'y prendre au mois de novembre de sa première année. C'est-à-dire qu'en novembre, son dossier doit être bouclé, fini. Donc en fait, il doit s'y prendre dès septembre. Donc il faut s'y prendre vraiment très à l'avance. Enfin, dans le cadre du cours, les profs s'appuient parfois sur des livres, soit des livres qu'ils ont écrits eux-mêmes, soit des livres d'enseignants-chercheurs qui sont très bien faits. Et donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la formation d'un cours à l'université. Passons maintenant aux professeurs. Il faut savoir qu'à l'université, l'ensemble des professeurs que vous allez avoir sont des doctorants ou des thésards. Doctorants parce qu'ils sont allés jusqu'au doctorat ou thésards parce qu'ils sont encore en doctorat mais qu'ils n'ont pas fini, qu'ils n'ont pas validé leur thèse et qui ne sont pas officiellement docteurs. Mais c'est-à-dire que les professeurs d'université vont vous enseigner les sujets, les recherches, les thèses que eux travaillent. Donc ce qui veut dire qu'ils sont absolument passionnés par le domaine qu'ils vous enseignent. Et franchement, sans vous mentir, les profs sont excellents à l'université. Et ça, j'en ai parlé avec des amis qui sont dans d'autres universités et de manière générale, bon, ça peut toujours arriver d'avoir des profs qui sont bofs, mais de manière générale, les profs sont extrêmement compétents parce que c'est leur domaine de recherche et qu'ils vouent leur vie à ce qu'ils vous expliquent. En cours magistral, le prof a le statut de maître de conférence, donc celui qui vous parle au micro et tout, ça s'appelle un maître de conférence. Et lorsque vous êtes en TD, vous avez un chargé de TD. Voilà, c'est juste des appellations. Par exemple, au premier semestre, en histoire contemporaine, j'avais une professeure qui était spécialiste du féminisme et du coup, elle nous a fait un semestre sur l'histoire des femmes et du genre de 1789 à aujourd'hui. Et si j'étais allée dans une autre fac et que j'étais tombée par exemple sur un prof d'histoire spécialiste de l'histoire sportive, et ben il m'aurait fait un cours de l'histoire du sport, etc. Donc c'est pour ça que c'est des choses qui peuvent varier en fonction des universités dans lesquelles vous allez. Il faut savoir qu'à l'université, vous avez des professeurs de pointe qui sont parfois des chercheurs internationalement connus, qui donnent des conférences dans le monde entier, ou des gens qui ont écrit des bouquins qui sont super connus, ça peut arriver. Des fois on s'en rend pas compte parce qu'on les voit juste comme nos profs, mais en réalité parfois ce sont les inventeurs de concepts et ce sont les personnes dont on entendra parler dans 50 ans lorsqu'on dira en 2020 il y a tel professeur dans telle matière qui avait développé tel concept en philosophie ancienne, etc. etc. Donc ne négligez pas vos professeurs, hein, ce sont vraiment des... Voilà. Je vais à présent vous expliquer le système de notation, comment est-ce qu'on note à l'université, parce que si je vous l'explique, c'est parce qu'on ne note pas comme au lycée. À l'université, on a un truc, alors là, je vais vous demander une concentration maximale. Je sais que la vidéo est super longue, mais là, genre, va falloir que vous connectiez vos neurones pour comprendre comment on note à l'université. On a un système de compensation. C'est-à-dire que, admettons que dans votre licence, ce qui n'arrivera jamais et ce qui est totalement impossible, vous avez deux matières, à savoir du français et de l'anglais. Si vous avez eu 9 de moyenne en français, mais 11 de moyenne en anglais, lorsqu'on fait la moyenne des deux, ça vous fait 10, donc vous validez votre semestre. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 partout pour valider. Par contre, si vous avez 8 en français et 8 en anglais, ça vous fait 8 de moyenne et donc là, c'est pas possible, vous ne validez pas votre semestre. Vos deux semestres ensemble peuvent se compenser. Si vous avez eu 10 de moyenne au premier semestre, mais 8 de moyenne au second semestre, lorsqu'on fait la moyenne des deux, ça ne vous fait pas 10, vous ne validez pas votre année. Par contre, si vous avez eu 11 au premier semestre et 10 au deuxième semestre, on fait la moyenne des deux, ça vous fait 10,5 sur l'année finale, vous validez votre année et passez en classe supérieure sans rattrapage. Donc ça, c'est le système de compensation. Cependant, lorsque vous êtes déclaré défaillant et que vous avez eu 0 parce que vous n'êtes pas allé à un TD pendant plus de 3 fois d'affilée, vous n'avez pas le droit à la compensation. C'est une punition en plus d'aller au rattrapage. Dans ce cas-là, vous devez avoir 10 partout. Donc vraiment, je vous conseille pas d'être défaillant. Vraiment, je vous le conseille pas du tout. Mais si vous me regardez, c'est que vous êtes motivé, que vous voulez aller à la fac et donc que vous n'allez pas être défaillant.
Je compte sur vous. Il faut savoir qu'à l'université, on redéfinit tous les concepts qu'on a vus au lycée. Clairement, on vous dit, alors, ce que vous avez vu au lycée, c'est n'importe quoi. À la fac, ça se passe comme ça. Ta méthode de commentaire de texte, ici, ça marche pas. Ta méthode de dissertation, ici, ça marche pas comme ça, c'est comme ça. À l'université, on redéfinit absolument tout. Et donc, un 10 à l'université ne vaut absolument pas, mais vraiment, vraiment pas, un 10 au collège ou au lycée. Mais vraiment pas. La souffrance. Quand je vous ferai ma vidéo sur ma licence, c'est-à-dire les études que je fais moi à titre personnel, je vous parlerai de tout ça. Donc vraiment, quand vous avez 12 à la fac, soyez heureux. Vraiment, soyez très heureux. Voilà. Voilà, ne pleurez pas, ne vous dites pas « Non, mais moi au lycée, j'avais 16 !» Non, 16 à la fac, c'est pour les gens qui avaient 20 au lycée. Bon, j'exagère parce que tout est possible, mais c'est vraiment compliqué. Maintenant, je vais vous parler d'un truc que vous allez plus ou moins apprécier, qui sont les avantages étudiants. De quoi bénéficie-t-on lorsque nous sommes étudiants? Alors tout simplement, vous avez des avantages financiers parce que vous pouvez bénéficier d'une bourse étudiante. Je vous conseille d'entamer les démarches et de savoir si vous êtes éligible à la bourse parce que en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ont la possibilité d'avoir une bourse mais qui ne le savent pas. Il ne faut pas être foncièrement extrêmement pauvre pour pouvoir en avoir. Et en fait, il y a des échelons, donc ça commence de l'échelon 0 bis jusqu'à l'échelon 5. Et donc en fonction du revenu de vos parents, de leur situation, qu'ils soient marié ou pas, en couple ou pas, célibataire ou pas, qui gagne 2000 € par mois ou 5000, etc., on va vous attribuer un quota ou pas. Voilà, hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas éligibles à la bourse parce que leurs parents ont les moyens, donc bon, ça dépend. Mais ce qui est sûr, faites vraiment, allez sur le site de l'éducation nationale, sur le site de messervicesétudiants.gouv, et faites une simulation, ou même sur Parcoursup, je crois qu'on a la possibilité de faire une simulation pour savoir si vous avez la possibilité d'avoir une bourse. En plus de la bourse étudiante, vous pouvez avoir une bourse au logement, une bourse au permis, tout ça, ça dépend des revenus de vos parents, de votre situation, etc. Des bourses pour projet, des bourses pour les transports si jamais vous habitez loin. Vous pouvez cumuler pas mal d'argent en fonction de votre situation. Concernant les logements étudiants, donc soit vous pouvez vivre en résidence étudiante, ou bien dans des familles d'accueil. Et dans d'autres structures aussi, vous pouvez aussi rester chez vos parents, hein, mais ça ne rentre pas dans le cadre de la vidéo. Et en plus de ça, vous bénéficiez de réductions dans certains menus au restaurant, au McDo, dans des boutiques, des réductions pour les voyages, dans la santé, couverture sociale, etc. Des avantages culturels avec des entrées au musée gratuites ou à moindre frais. Enfin bref, avec le statut d'étudiant, vous bénéficiez de beaucoup d'avantages. Je vais donc conclure cette vidéo sur l'échec. L'échec à l'université, l'échec à la faculté. Il est vrai, je vous l'accorde, qu'il y a un fort taux d'échec à l'université, mais j'aimerais clarifier les choses. Si beaucoup d'élèves échouent à l'université, souvent c'est parce qu'ils n'ont pas de but ou ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ont été mis là parce qu'ils n'ont pas eu les vœux qu'ils voulaient sur Parcoursup et qu'on les a acceptés là, ou parfois parce qu'ils ont choisi d'être là mais qu'en réalité ils n'ont pas de perspective d'avenir, donc ils se disent ok, là je suis en licence d'économie mais en vrai je sais pas ce que je veux faire, et en fait l'économie c'est hyper théorique et je sais pas ce que je veux faire et je suis là et ça me plaît pas. Parce qu'en fait la force quand vous avancez à l'université, c'est que quand vous allez dans des études, mais que vous avez une idée même vague de ce que vous voulez faire après, vous vous dites, ok, là je fais ces études-là parce que j'ai besoin de ma licence pour tenter les concours d'entrée en école de journalisme. Là je fais ces études-là parce que j'ai besoin, parce que j'ai envie de faire le master en finance et que je suis obligée d'avoir ma licence en économie pour pouvoir le faire. Là, je suis là parce qu'il me faut ma licence dans ce domaine précis pour pouvoir aller dans telle grande école, etc., etc. Quand vous avez un but à l'université, c'est plus facile. Et en fait, on n'échoue pas à l'université parce que c'est foncièrement dur, même si c'est difficile et qu'il y a un certain niveau demandé. Mais la plupart du temps, on échoue à l'université parce qu'on ne sait pas pourquoi on est là. Et parce que c'est tellement théorique et parce qu'on est tellement plus obligé, en fait, d'aller à l'école que... on abandonne. Il faut savoir pourquoi vous y allez. On échoue aussi parfois à l'université parce que c'est pas fait pour nous. Il faut beaucoup de travail en autonomie. À l'université, on a besoin d'être autonome. Les profs ne courent pas derrière vous. Si vous voulez les solliciter, vous pouvez. Ils seront là pour vous aider. Ils répondront à vos questions, à vos mails, etc. Mais cependant, si vous n'allez pas vers eux, ils viendront pas vers vous, en fait. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils parlent aux élèves qui viennent leur parler. Et en fait, il y en a qui sont juste davantage faits pour d'autres systèmes. Soit pour des prépas parce qu'ils seront plus encadrés, ou bien pour des BTS ou des DUT, etc. Mais l'université n'est pas faite pour tout le monde. Quand on est dans une espèce de dynamique d'échec, entre guillemets, même si c'est pas vraiment une dynamique, souvent on redouble. On va prendre un cas très simple. Admettons que vous soyez élève à l'université, vous êtes en première année et vous redoublez.
qu'est-ce qui va se passer? Si vous redoublez parce que vous avez juste pas réussi à valider une seule matière, exemple l'anglais, je dis n'importe quoi, vous avez la possibilité soit de redoubler votre première année en ayant uniquement les cours d'anglais, donc ce qui veut dire très peu d'heures de cours, donc vous venez à l'université pendant 1 an juste pour pouvoir valider l'anglais et passer en deuxième année, ou soit généralement parce qu'une année c'est pas beaucoup, on vous dit bon, vos résultats dans les autres matières étaient pas trop mal, alors vous allez passer en deuxième année, vous allez avoir les matières de la deuxième année, cependant vous aurez en plus l'anglais de la première année. Donc quand on redouble à l'université, on a la possibilité de redoubler et refaire son année pour avoir moins de matières, ou passer dans l'année suivante et rattraper les matières qu'on n'a pas eues la première année. Lorsque vous redoublez, vous continuez de percevoir votre bourse, mais au bout d'un certain nombre de redoublements, ils sont plus trop chauds pour vous la donner généralement. Mais franchement, vous inquiétez pas, si vous savez que vous avez envie d'aller à l'université, si vous savez pourquoi vous y allez, si vous savez ce que vous voulez dans la vie, ou si vous savez que vous êtes autonome et assidu et que vous ne serez pas ce genre de personne qui va pas venir en cours, qui va vite se lasser, etc., vous réussirez à l'université. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je vous invite en commentaire à me laisser toutes vos questions parce qu'il y a forcément des sujets dont vous aviez envie que je parle et que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, auquel je n'ai pas pensé. Je prendrai le temps de vous répondre correctement et comme il se doit, donc vraiment n'hésitez pas à me poser des questions, soit en commentaire, soit sur mes réseaux sociaux, Snapchat ou Instagram qui sont en barre d'infos de la vidéo. J'espère que de manière générale, j'aurai réussi à être concise et que j'aurai réussi à aborder à peu près toutes les thématiques de l'université, du monde universitaire et du supérieur, et que de manière générale, ma vidéo vous aura plu. J'espère ne rien avoir oublié, sinon je vous rajouterai des petites notes par-ci par-là en vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous, mouah, mouah, et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!